la méthode de datation par le carbone 14 a été créée par un Américain du nom de Frank Libby vers les années 1949. Et c'est ce qui lui a valu un prix Nobel. Alors très tôt, après la construction de ce laboratoire, Cheikh Anta Diop a utilisé, il fait partie des précurseurs africains qui ont utilisé cette méthode-là. Parce qu'il avait créé ce laboratoire-là, on l'appelle jusqu'à présent le laboratoire de datation par la méthode carbone 14. Et ça, il l'a utilisé parce que, comme vous le savez, il avait une préoccupation claire. Il voulait essayer de montrer que, effectivement, de faire la démonstration scientifique que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Pour ce faire, il fallait remonter le temps. La méthode de datation, elle va jusqu'à loin derrière, 40 000 ans derrière. Donc c'est ce qui lui a permis un peu d'avoir tous ces résultats que vous voyez là. Alors, je peux parler un peu du principe. Le principe se base sur le fait que le carbone 14, il se crée dans l'atmosphère. Une fois qu'il s'est créé dans l'atmosphère, il se brasse avec l'oxygène de l'atmosphère et il donne du gaz carbonique, CO2. Et comme vous le savez, le CO2 participe à la photosynthèse. Donc chacun d'entre nous qui participons dans la photosynthèse, chacun a une certaine dose de carbone 14 du fait de la photosynthèse. Donc une fois, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un individu, une fois qu'on meurt, les échanges de carbone là cessent. Une fois que les échanges cessent, c'est à ce moment-là que le carbone 14 commence à décroître. C'est le point zéro, c'est la mort. Donc cette décroissance-là est liée aussi au temps. Donc le fait de lier à partir des formules mathématiques que nous avons, on peut déterminer par exemple l'âge, ce qu'on appelle l'âge du carbone 14, c'est cet intervalle de temps-là qui a existé entre la mort de l'individu et le moment où on fait la datation. C'est ça qu'on appelle. Une fois qu'on a fait cet âge conventionnel, on le convertit en âge réel. On pourra dire par exemple que tel individu, tel groupe d'individus ont existé il y a par exemple 1000 ans avant Jésus, etc., ou après, etc. C'est ça l'objectif de cette méthode-là. Et Cheikh Anta Diop l'a utilisé, il a daté beaucoup de sites, surtout en Afrique ici, toujours dans la préoccupation de montrer que nous avions une civilisation. Voilà, une civilisation qui était antérieure à toutes les autres civilisations. Vous êtes dans le laboratoire carbone 14, particulièrement vous êtes dans une salle qu'on appelle musée entre guillemets, dans laquelle on a rassemblé tout le matériel que le professeur Cheikh Anta Diop utilisait en son temps. Et en plus, on a mis quelques bâches qui permettent de décliner un peu la méthode de datation par le carbone 14, méthode que nous utilisons jusqu'à présent. Ça, c'est ce qu'on appelle un banc de synthèse qu'il utilisait. Alors, je dois préciser que la transformation de l'échantillon se faisait toujours en phase gazeuse ici, parce qu'on a là-bas, de l'autre côté, on a un compteur proportionnel qui l'utilisait. Le compteur proportionnel utilise directement les gaz. Vous allez voir tout à l'heure que dans notre méthode actuelle, nous n'utilisons pas le gaz, nous utilisons plutôt un liquide. Les échantillons sont transformés plutôt en benzène, qui est un composé aromatique liquide. D'accord? Alors, aussi, vous pouvez voir le professeur sur cette photo, lui-même dans ce laboratoire, avec son technicien qui est là. Là, c'est toujours la méthode, le principe et tout. De l'autre côté, compte tenu de l'envergure du professeur, il recevait régulièrement des gens. Vous voyez bien qu'il reçoit ici des Européens. Là, c'est les ministres à son époque qui recevaient ici. Ok. Ça, c'est des spécimens, hein, c'est pas de vrais crânes. C'était un archéologue aussi en même temps, un anthropologue. Il a dû dater pas mal de crânes comme ça. Bon, ce que vous voyez ici, ça, c'est des réservoirs d'azote liquide, parce qu'on travaille avec de l'azote liquide ici, pour des questions de pièges, etc., au niveau des bancs, qu'il a personnellement utilisé. C'est pourquoi on l'a conservé. Tout ceci, ça c'est un matériel d'optique par exemple. Personnellement, je ne sais pas pourquoi il l'utilisait. Ce matériel-là, lui, il voulait aussi faire la méthode de potassium argon. Il avait démarré juste un peu avant sa mort, quoi. Donc ça, c'est son matériel. Normalement, si vous êtes un géologue, vous devez savoir que ça, c'est on met des sédiments ici, quoi, pour faire des séparations. Etc. Voilà. Ça, c'est le compteur proportionnel dont je parlais. C'est ça qu'il utilisait. Il était au sous-sol, maintenant on l'a ramené ici. Ça, c'est une vieille hotte, mais nous l'utilisons jusqu'à présent. On l'utilise, nous, particulièrement pour faire de la pollution marine. Je vous avais parlé tout à l'heure d'un spectro-alpha qui est en bas. Quand on fait ici notre partie chimie, radiochimie, on le fait ici, quoi. D'accord. Là, vous avez un liquéfacteur d'azote qui est obsolète maintenant.
qui produit de l'azote parce qu'il avait tout sur place. Actuellement, nous, on a un liquéfacteur d'azote beaucoup plus performant que celui-là, mais qui est tombé en panne là. Je ne peux pas faire une datation sans l'azote liquide. Ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire grosso modo dans cette salle. Musée dans laquelle on va recevoir des gens pour leur expliquer un peu, leur montrer le matériel. Maintenant, votre travail actuel, vous le faites dans une autre salle. Voilà, on a d'autres salles où on peut vous montrer ces salles-là, où on a un nouveau matériel que nous utilisons. Le compteur que vous voyez là, on a un autre compteur qui est différent de celui-là. Les bancs de synthèse, on en a, etc. Nous travaillons actuellement sur les thèmes qui nous intéressent. Pour faire la datation, par exemple, d'un échantillon déterminé, il faut faire d'abord ce qu'on appelle les pré-traitements. Il y a deux types de pré-traitements. Pré-traitement physique, c'est décaper l'échantillon, le nettoyer et tout, de manière physique. Ça, c'est l'autre salle. Dans cette salle-là, on fait les pré-traitements chimiques. En général, on fait ici les ABA. Les ABA, c'est quoi? C'est acide, base, acide. Ça veut dire que l'échantillon, ça dépend du site dans lequel il a été prélevé. S'il est prélevé dans un site qui est acide, il est clair que nous savons qu'on doit mettre une base pour éliminer l'acide. Si c'est au contraire dans un milieu qui est basique, on mettra un acide pour éliminer la base. Donc on fait tout ça pour dépolluer l'échantillon, pour qu'il soit propre, pour qu'on soit sûr que ce qu'on va dater est original, quoi. Parce que comme vous le savez, si vous prenez par exemple une coquille marine, il peut y avoir des choses qui sont greffées sur une coquille. Donc tout ça, il faut faire les pré-traitements, autrement dit, utiliser les acides, les bases, etc. pour que ce soit. Voilà un exemple. Par exemple, ici, c'est un échantillon, par exemple, qui nous a été envoyé. C'est un mollusque, quoi. Tu vois, il était tout noir et tout. Donc lorsqu'on a fait les prélèvements physico-chimiques, il est devenu tout propre. Donc on est sûr que si on fait la synthèse de cet échantillon, on va s'intéresser uniquement au carbone qui est contenu uniquement dans l'échantillon. Parce que vous savez, il peut y avoir des dépôts d'autres coquilles qu'on ne maîtrise pas. C'est pourquoi on utilise des loupes et tout pour être sûr que, par exemple, qu'il n'y a que le carbone original qui est à l'intérieur de cet échantillon. C'est pourquoi on a créé cette salle-là, on fait les ABA, acide, base, acide. Si c'est compliqué, on utilise d'autres produits chimiques. Ok. Une fois que c'est fini, on garde ça ici dans ces petits tubes. Vous voyez bien aussi ça, ce n'est pas trop propre, mais ça aussi, c'était du bois qu'on devait dater. Il est un peu sale, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il est clair que si vous laissez ces impuretés-là, ça va impacter sur le résultat final. On garde ici et on met des températures idoines, quoi. Ok. C'est des produits chimiques que nous utilisons aussi. Il y a une phase où on utilise ça, c'est du lithium en haut. On va utiliser ça dans l'autre salle. Et il y a les différents produits qui sont là. Donc on va passer maintenant à la salle de synthèse où on transforme l'échantillon en benzène, quoi. Cette salle-là, c'est l'équivalent de l'autre salle-là. Okay. Comme vous comprenez, vous constatez bien, vous voyez bien qu'il y a moins de verrerie comparé à l'autre salle. Bon, voilà, c'est plus moderne, les choses ont changé. Donc on utilise ici un banc de synthèse pour transformer l'échantillon en benzène. Donc 3 étapes principales sont là. La première étape, c'est qu'on transforme l'échantillon, on le met ici avec de l'eau distillée, et on verse l'acide orthophosphorique. Il se dégage du gaz carbonique CO2 qu'on arrive à piéger ici. Donc ces piégeages, je parlais tout à l'heure de l'azote liquide. On met de l'azote liquide, quoi. Parce que quand il y a une réaction, il est possible qu'il y ait plusieurs produits qui se dégagent. Donc le produit qui nous intéresse étant le CO2, nous savons que le CO2, il peut s'arrêter lorsqu'on a, par exemple, l'azote liquide ici, il est à moins 185 degrés. C'est clair que s'il arrive ici, il se dégage, il va s'arrêter ici. Les autres produits vont partir. Donc on fait une discrimination. Une fois qu'on a récupéré tout ça, on a récupéré le CO2, on récupère ici et là. Okay. On fait la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? Elle consiste à libérer ces gaz-là. On vient de libérer. Et la première partie étant finie, tu fermes le robinet là, tu ouvres celui-là, tu fermes celui-là, et puis le truc va se dégager, il passe par là et il vient ici dans ce réacteur-là. Voilà, ça c'est un petit réacteur dans lequel il y a du lithium à l'intérieur. Donc on va faire la réaction CO2 plus lithium. Et cette réaction-là, elle n'aura lieu que lorsque la température va être égale à 800 degrés. Donc on a les moyens d'allumer ça, de mettre ce tube-là à 800 degrés avec le minuteur que nous avons ici.
La réaction, elle va commencer lorsque la température va atteindre 800 degrés. Et cette température est contrôlée ici par cet écran-là. Lorsqu'il va arriver à 800, on est sûr que la réaction Li plus CO2 va commencer. Une fois qu'elle va se faire pendant 4 heures de temps. 4 heures de temps après, automatiquement, le truc, ça s'arrête. C'est un minuteur. Ça va s'arrêter au bout de 4 heures de temps. Une fois que ça s'arrête, on laisse refroidir jusqu'au lendemain. Le lendemain, on fait ce qu'on appelle l'hydrolyse. C'est simple, il faut ouvrir ce robinet, faire passer l'eau jusqu'ici. Si l'eau arrive ici, bon, il va se dégager l'acétylène. On va le récupérer de la même manière. Avec l'azote liquide. Même chose. Une fois qu'on l'a récupéré, il reste la dernière étape. C'est quoi? De faire en sorte de fermer ce robinet, le libérer, il se dégage et il va venir ici parce que la partie là, elle est plus froide. Donc vous allez le récupérer ici de manière spontanée, il viendra ici. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit transformer l'acétylène en benzène. On fait ce qu'on appelle la trimérisation, comme polymérisation, quoi. Mais trimérisation, acétylène c'est C2H2, soit on fait 3 fois, on fait C6H6. Le benzène c'est C6H6. Donc, c'est une réaction catalytique. Donc, il faut mettre ici un catalyseur. C'est le chrome qui est là dans ce. Moi, il lit quoi? Affaire. Bon, lui, ça a été utilisé déjà. Mais c'est plus. Moi, il fallait que affaire. Comme le dit des filles. Bon, à des températures de 50 degrés, tu l'es actif quoi. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre ce robinet. Bon, tout ceci, on a des pompons, je ne l'ai pas allumé. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, on fait ceci pour enlever l'air défini. Voilà, purger l'air, voilà. Parce que réaction, il y a tant que moi am air, voilà. Voilà, il est. Voilà, tu as vu. Regarde. Ça descend au zéro. Il faut mener à peu près au zéro pour mener des réactions. Donc la dernière partie là, effectivement, il faut mener que si on pompe, jusqu'à ce qu'on est sûr qu'on a le zéro, ben on peut fermer ici, fermer la pompe ici, ok, et ensuite libérer le gaz. Le gaz n'a plus, il n'y a qu'un seul chemin, il va faire ça. Passer par là, forcément, puis c'est fermé, passer par là, il faudrait bien, bon, on a fermé ici, on doit ouvrir, parce qu'il doit interagir. Une fois que c'est ouvert, si tu es vraiment sûr que tu as ton zéro, tu fermes la pompe. Voilà. Maintenant, tu libères. Lorsque tu libères, le gaz il va passer ici, avec le chrome ici, et il va donner une réaction. On regarde le chrome, il va devenir tout marron comme ça là. Ok, on saura que la réaction a eu lieu. À ce moment-là, on essaie de récupérer avec ça. Ici maintenant, ce sera l'alcool à moins 80 degrés qui va le récupérer. Ça, c'est un cru, genre réfrigérateur. Il peut aller jusqu'à moins 80. Moins 80. Et là, on le met en général à moins 80, le vernis. On le branche et puis on met de l'alcool ici qui va refroidir jusqu'à. Voilà. Une fois qu'on a ça, on récupère notre benzène ici, c'est des petites fioles de 2 grammes. On fait en sorte que la machine elle est calibrée à 2 grammes. Si on a 2 grammes, on est sûr d'avoir fait notre truc. Voilà. C'est ça les étapes ici dans cette partie synthèse. Ayant récupéré le benzène et en transformé l'échantillon en benzène, ça se fait en 3 jours. On revient ici dans cette salle-là. Alors, on revient dans cette salle-là. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de ça. On doit prendre ces 2 composés organiques, ce qu'on appelle des scintillants, le bis-MSB et le PBD putul, que je dois changer en biag. Ça fait longtemps qu'il est là, je dois le changer. D'accord? On prend la petite fiole, je vais vous montrer la fiole après en bas, et on ajoute un scintillant à l'intérieur, dans des proportions de 6 mg, 6 mg. 6 mg là, 6 mg là. Alors, comme c'est à 10 puissance 3 précision, on a besoin d'un truc précis comme ça. Pourquoi on le fait? On le fait simplement parce qu'on sait que le benzène, il a des propriétés physico-chimiques de transfert facile d'énergie. Donc, il va transférer son énergie au bis MS, les 12 mg qu'on va mettre, pour que le scintillant passe d'un état fondamental à un état excité.
Au retour, il va émettre des photons. Ça, c'est un cours de terminal. Ce qu'on appelle niveau d'énergie. Tu vois? Donc, quand un atome absorbe une quantité d'énergie, les électrons périphériques, ils passent des niveaux fondamentaux à un niveau excité. À son retour, à 10-8 secondes, il émet de la lumière, un photon H nu. Et ce photon H nu là qui est analysé par le compteur qui est en bas. Ok? Donc on va aller au compteur en bas. Ici c'est la salle de comptage. Tu vois, c'est ici. Vous voyez, le compteur là, il est différent de l'autre compteur. Ce compteur là, c'est un compteur à scintillation liquide. Donc ça veut dire que nous travaillons en phase liquide, alors que chez Android, nous travaillons en phase vapeur. Donc l'échantillon que nous avons transformé, c'est du benzène. Je donne un peu, je te montre un peu. Voilà, les échantillons qui ont déjà été faits. Par exemple, si on transforme l'échantillon, il a ça. Voilà le benzène, dans lequel il y a déjà du scintillant, etc. Et c'est ça qui nous permet, une fois qu'on l'a, on a des cassettes ici. Hein? Il suffit de faire ceci, on a ce qu'on appelle des tubes BGO. Juste peut-être faire vous montrer un peu une petite démonstration. Alors, on prend un tube BGO par exemple, on le met ici, et on fait ceci. Et on le met juste là. Alors actuellement, il est en train de faire ce qu'on appelle une calibration. La cassette qui est là, quoi. Elle fait assez performance. Elle donne, on laisse la cassette là, elle tourne ici régulièrement pour donner les performances de la machine, etc. Là, elle est en train de faire un comptage, mais c'est sur l'échantillon numéro 4. La cassette s'appelle 14, c'est la Self-Normalization and Calibration. Il y a ici une chambre d'ionisation qui est là avec des photomultimètres qui analysent le signal dont j'ai parlé, les photons qui sont émis, comme je l'ai expliqué, et ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle l'activité de l'échantillon. Par exemple, vous voyez ici, vous avez 3,3 CPM, coups par minute, activité. Quoi. Donc on le laisse, il tourne, si c'était cette cassette-là, il fait qu'on lit les nombres mesurés, il va faire le tour, d'analyser, jusqu'à ce qu'on ait un maximum de valeur, parce qu'on a besoin de faire la statistique de l'activité. Donc au bout de 15 cycles, on arrive à dire qu'on peut avoir une bonne moyenne pour calculer l'activité moyenne. Si on a l'activité moyenne, ça nous permet de faire les calculs avec les formules que nous avons, de faire les calculs d'âge. C'est ça le principe. C'est ça la dernière étape. La toute dernière, une fois qu'on a fait les calculs avec nos machines, là, nos ordinateurs, parce qu'on a des programmes de calibration, on fait ce qu'on appelle la calibration. On transforme l'âge que nous avons. Parce que le premier âge que nous avons, c'est un âge conventionnel. Puisque nous considérons que 1950, c'est le point zéro. Donc en bas de 1950, la formule, elle marche. Au-delà, elle ne marche plus puisqu'on suppose qu'il y a eu des tests bombes atomiques, etc., qui vont perturber la méthode. Donc il faut calibrer nos âges, qui sont donnés en unités BP. On les convertit pour dire, écoutez, lorsqu'on fait un calcul, on va se mettre dans des unités BC ou bien AD. Voilà, before Christ or after. Okay. Et ça nous permet de donner l'âge. Il n'y a pas que cette application qui est là, mais il y en a plusieurs. Donc je parle uniquement de la datation. Voilà. Alors on garde ces échantillons ici parce que c'est du benzène, c'est quand même dangereux. Donc on ne peut pas le jeter dans la nature comme ça. Alors, c'est la même chose, celui-là aussi c'est un compteur à scintillation liquide, mais c'est un Beckman, il est plus ancien que l'autre. C'est la faculté des sciences qui nous a offert ça gratuitement. Ici, c'est un spectro, non pas gamma, mais spectro alpha, pour faire la pollution, étudier la pollution marine. En tant que physicien, lorsque je suis arrivé ici, je me suis intéressé à ce qu'on appelle l'effet réservoir. L'effet réservoir, c'est quoi? C'est la prise en compte d'un phénomène qui, en général, n'avait pas été pris lorsqu'on faisait les datations, par exemple des organismes marins. J'ai dû faire un travail sur ça pour permettre d'affiner les résultats de datation sur les organismes marins au niveau des côtes du Sénégal et de la Mauritanie. Et ça nous a valu des publications. Ça, c'est un fait. Ensuite, on a aussi travaillé avec des archéologues. On a fait des mesures qui nous ont permis d'avoir, par exemple, beaucoup de données sur certains sites du Sénégal, en collaboration, bien sûr, avec le laboratoire d'archéologie qui est là à l'IFON. Particulièrement, nous avons travaillé ces temps-ci, on va dire, sur
la pollution, je vais commencer par la pollution atmosphérique. Alors, vous avez vu tout à l'heure lorsque je vous ai expliqué les méthodes de datation par le carbone 14. Il n'y a pas que le carbone 14 qu'on peut utiliser. On peut utiliser d'autres méthodes dérivées de la méthode de datation par le carbone 14. Par exemple, il y a une méthode qui s'appelle la méthode de Levin qui permet d'évaluer les quantités de CO2 fossiles envoyées dans l'atmosphère, surtout dans des villes comme Dakar qui représentent les 80% des industries du Sénégal. Vous avez les industries polluent l'atmosphère, etc. Au moment où on parle du réchauffement climatique, il est important, par exemple, de montrer de donner la contribution à la pollution atmosphérique du Sénégal. Ça, on l'a fait et on a des publications qui sont sorties dans Cambridge, à Londres, qui sont bien sorties et qui ont été bien appréciées. Hein, parce qu'on a eu ce qu'on appelle les time series de 1900 à 2010. D'ailleurs, il y a un étudiant qui a fait sa thèse sur ça. Il a travaillé sur la pollution atmosphérique. Qu'est-ce qu'il utilisait? C'est la méthode de Levin qui est dérivée de la méthode de datation par le carbone 14 qui permet de connaître les quantités de CO2 fossiles émises dans l'atmosphère. Comme vous le savez, le CO2 est un gaz à effet de serre. Donc l'un des gaz les plus importants émis dans les zones urbaines, c'est le CO2. Et ça, on a travaillé aussi sur ça. Ça, c'est cette partie pollution atmosphérique. Pour la pollution marine, on a un spectre alpha qui permet de déterminer la radioactivité, surtout le polonium, qui est un radionucléide très très toxique, hein, que les gens consomment. Hein. Les poissons aussi, on en a fait. Hein, c'est pour montrer un peu, pour jouer le rôle d'alerte par rapport aux populations, de dire que, par exemple, sur tel site, le site est pollué par tel élément assez dangereux. Parce que la pollution alpha, c'est une pollution qui va aller directement dans nos organes. Ça va se fixer et puis on va voir, c'est pourquoi tout le monde est malade et on ne sait pas pourquoi on est malade. Donc on a fait cette étude-là. On va le publier d'ici quelques jours. On en a parlé tout à l'heure avec Alpha, on a nos résultats. Et donc je voudrais vraiment dire que pour moi, la moule, j'ai cessé de manger ça parce que j'ai eu des résultats assez spectaculaires, quoi. Voilà. Si c'est pour contribuer à la communauté, hein, je suis membre aussi du comité scientifique pour le réacteur nucléaire que le Sénégal veut implanter ici. Donc je joue ma partition aussi là-dedans.